Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Augmenter la confiance dans les vaccins, la vaccination des enfants dans un monde post-pandémique. Je m'appelle Rim Boussenen, gestionnaire de projet à Famille Canada. Donc, pour ceux qui participent peut-être à un webinaire de Famille Canada pour la première fois, Famille Canada est l'association nationale des centres de soutien aux familles. Nos membres sont des organisations communautaires qui fournissent des centres de services, de programmes et de ressources gratuites, principalement aux familles à faible revenu et défavorisées dans les communautés partout au Canada. Grâce à nos plus de 500 membres, nous avons un impact sur environ 500 000 familles par an. Depuis près de 50 ans, nous aidons nos membres à répondre aux besoins évolutifs et complexes des familles. Cela se fait par piloter, adapter et mettre à l'échelle des programmes fondés sur des données probantes, par développer et diffuser des ressources fondées sur des données probantes et par offrir des opportunités de développement professionnel. Dans notre travail, nous collaborons avec des organisations privées, publiques, à but non lucratif, universitaires pour transformer les connaissances en pratiques. Nous reconnaissons qu'une approche multisectorielle est essentielle pour éliminer les obstacles et renforcer les familles. Quelques notes d'entretien avant de commencer. Vous recevrez un enregistrement de ce webinaire et une copie des diapositives. Nous vous encourageons à utiliser la boîte de discussion pour communiquer pendant la présentation. Et pendant la séance questions et réponses, vous utilisez la fonction lever la main si vous souhaitez parler. Si possible, veuillez utiliser des écouteurs pour vous assurer qu'il n'y a pas d'écho. Et lorsque vous ne parlez pas, assurez d'être en mode silencieux. Merci. Donc, pourquoi la promotion des vaccins? Avant de céder la parole à notre présenteur, accordez-moi quelques instants pour donner un peu de contexte au webinaire d'aujourd'hui et expliquer pourquoi nous pensons que le sujet est si important. Cela fait moins d'un an que l'OMS a reclassé la pandémie de COVID-19 d'urgence sanitaire internationale à problème de santé persistant. Et même si nous sommes désormais entrés dans une période de status quo, la pandémie de COVID-19 continuera d'avoir des effets persistants dans un avenir prévisible. La vaccination reste plus importante que jamais, en particulier à l'aube de la saison de la grippe hivernale. Les données suggèrent que la grippe et d'autres maladies respiratoires devraient augmenter considérablement à l'automne et à l'hiver 2024. Pareillement, la population canadienne est en retard en matière de vaccination de routine. Pour atténuer le risque d'une recrudescence des maladies et des hospitalisations, cet hiver, une promotion intensive et ciblée des vaccins est nécessaire dès que possible. Grâce au financement de l'Agence de la santé publique du Canada et en partenariat avec le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, Famille Canada s'efforce d'accroître la capacité du secteur de soutien aux familles à renforcer la confiance à l'égard des vaccins parmi les groupes confrontés à la marginalisation grâce à une série de webinaires discutant du vaccin les plus urgents. Et maintenant, j'ai le plaisir de présenter notre expert invité aujourd'hui. Le Dr. Paul Roumeliotis, Dr. Paul, est médecin hygiéniste et directeur général du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario depuis 2007. Il est vice-président du Conseil des médecins hygiénistes de l'Ontario, ancien président de l'Association des agences locales de santé publique et siège actuellement à plusieurs comités et conseils d'administration provinciaux, notamment le Conseil provincial de l'Ontario pour la santé maternelle et infantile et Centraide des comtés de Prescott Russell, d'Ottawa, de Lanark et de Renfrew. Je suis également très heureux de dire qu'il est président du conseil d'administration de Famille Canada. Certifié par l'American Board of Pediatrics et le Collège royal des médecins du Canada, Dr. Paul a obtenu un baccalauréat sciences spécialisées de première classe en microbiologie et immunologie en 1979 et un diplôme en médecin en 1983 à l'Université de McGill.
Il est le fondateur et ancien directeur des centres de consultation pour l'asthme et pédiatrie et des communications multiformats en santé de l'hôpital de Montréal pour enfants à la faculté de médecine de McGill. Il est également titulaire d'une maîtrise en santé publique de l'École de santé publique Johns Hopkins, où il est membre associé du corps professionnel et professeur adjoint à l'École d'épidémiologie et de santé publique de l'Université d'Ottawa. Fervent participant du développement de la petite enfance dans l'optique du parcours de vie et de déterminant social de la santé, il croit que la santé publique est ce qu'une communauté fait collectivement pour assurer la santé et le bien-être de sa population. Donc, Dr. Paul, c'est à vous. Merci beaucoup. On va commencer avec la première. Donc, ça me fait plaisir de vous en parler aujourd'hui d'un sujet qui tient à mon cœur. En effet, on l'appelle aujourd'hui augmenter la confiance dans les vaccins, la vaccination des enfants dans un monde post-pandémique. Comme vous l'avez entendu tantôt, on est parti d'état d'urgence au niveau du pandémie de COVID, mais on est encore dans la pandémie du COVID. Et nous avons aussi beaucoup des défis, si vous voulez, qui étaient augmentés pendant la pandémie. Donc, je vais vous en parler tantôt. Mais avant ça, je vais commencer avec la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, on va parler un peu des vaccins. Comment fonctionnent-ils? En effet, les vaccins sont, à mon avis, sont une des développements les plus importants dans le sujet de médecine depuis 100 ans. En effet, les vaccins sauvent des vies. Les vaccins, à mon avis, euh, ont joué un rôle très important au niveau de la santé en général, dans la santé publique. Ils fonctionnent de façon suivante. En effet, nous avons des particules du vaccin, du virus ou du bactérie, si vous voulez, et on les injecte dans nos corps, mais ils ne causent pas de la maladie comme telle. En effet, nos corps pense qu'une fois qu'on injecte, soit par injection ou on peut donner par le voie orale, une fois que le parti du virus ou bactérie rentre dans notre système, nos systèmes commencent à faire des anticorps. En effet, ces anticorps sont là et ça donne une mémoire dans nos corps. Et à la prochaine fois qu'on est vraiment en présence du vrai virus ou bactérie, si vous voulez, à ce moment-là, nous avons les mémoires et nos systèmes immunitaires fonctionnent de façon plus agressive, si vous voulez, et ça provient des maladies. Ça peut prévenir l'infection comme telle ou les complications, où ça va modérer, ça va diminuer la sévérité du maladie. Donc, ça, c'est une réponse des anticorps. Et on a des vaccins qui vous donnent la mémoire à vie. On a certains vaccins comme la rougeole et d'autres qui durent 10, 20 ans. On a d'autres vaccins qu'on doit donner 2, 4, 6, 4, 6 mois, 12 mois et 18 mois. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin. On a d'autres vaccins qu'on donne de façon annuelle, comme le vaccin antigrippal. Donc, la durée de protection varie avec le vaccin et avec le virus ou bactérie qu'on veut protéger. En effet, les vaccins aident nos systèmes immunitaires à combattre et prévenir les infections. Très importante, le vaccin sont l'une des plus grands avancements en médecine, c'est ça que je dis, je ne peux pas le répéter trop. Vous voyez ici les maladies qu'on avait dans les années 1900 qui causaient vraiment des décès, polio, diphtérie, rubéole, oreillon, hémophilus influenza B, etc., coqueluche, rougeole. Une fois que nous avons commencé les vaccins, vous voyez à peine qu'on a des cas où les cas sont tellement diminués et où on a eu des cas, la sévérité a été modulée, a été diminuée. Donc, c'est très important d'en savoir que les vaccins marchent, ils font qu'est-ce qu'ils font faire, c'est de prévenir les maladies infectieuses. Et ça, c'est, à mon avis, une chose très importante qu'on avait oubliée un peu pendant la pandémie. Je vais vous en parler un peu d'une expérience que j'ai eue personnellement, parce que les vaccins
À chaque année, vous voyez, vous avez entendu parler, on a des nouveaux vaccins qui en sortent pour le virus respiratoire syncytial. On a eu des vaccins, des nouveaux vaccins qui vont venir et les vaccins évoluent. Avec la science, avec le développement du vaccinologie, si vous voulez, on a des vaccins qu'on ajoute dans nos vaccins de routine. Donc, je vous donne un exemple. Ça, c'est une bactérie, Haemophilus influenza B. C'est pas l'influenza, c'est pas la grippe. C'est une bactérie qui, dans les années 70, 80, etc., était la cause principale des maladies sérieuses comme méningite, épiglotite, arthrite chez les jeunes enfants. Et je me souviens quand j'étais résidente et j'ai travaillé en pédiatrie à l'hôpital de Montréal pour enfants, à Montréal, on a eu, je pense, les douzaines des cas par semaine, des cas des enfants très malades avec l'influenza, Haemophilus influenza, HIB en anglais, pour ces enfants. Et malgré qu'on avait des antibiotiques, les antibiotiques n'étaient pas assez forts, n'étaient pas assez efficaces dans les jeunes enfants et on a eu des complications neurologiques avec la méningite, surdité, paralysé et même la mortalité. Je me souviens, on a eu un enfant en 85, je me souviens, un mois avant que le vaccin a sorti, à 5 ans, qui est décédé de cette maladie. Et une fois que nous avons commencé les vaccins en 1986, on a eu un vaccin qui était donné chez les enfants 5 ans et plus, malgré que la plupart des enfants qui ont subi de cette infection étaient en bas de 5 ans. On a eu une diminution dans tous les âges parce que quand on a vacciné les enfants qui étaient plus âgés, ils ont eu moins d'infections, donc moins de chances de donner l'infection chez leurs frères ou sœurs qui étaient plus jeunes. Et avec les années, on a ajouté le vaccin en 1992 dans les vaccins de routine, 2, 4, 6 mois et 18 mois dans les enfants. Et vous pouvez voir ici, entre 85 et 94, on a eu une diminution très importante de cette maladie qui était très dangereuse pour les enfants. Et maintenant, on a eu pas des cas. Vraiment, quand je parle des résidents et les étudiantes en médecine du Haemophilus influenza B, ils n'ont jamais vu un cas grâce au vaccin. Donc, les vaccins sauvent des vies et, importante, avec les nouvelles technologies, etc., on en développe plus pour qu'on puisse ajouter la liste qu'on peut prévenir au niveau des maladies infectieuses. Ça ici, c'est juste pour vous donner une idée, 2, 4, 6 mois, le vaccin de routine qu'on donne chez les enfants. On a pas mal dans les premières 18 mois parce que c'est très important de donner pour donner une base de protection à vie. Donc, on prévient pour le polio, on prévient pour l'influenza, la méningite, le pneumocoque, c'est une autre bactérie qui peut donner les maladies très sévères. Donc, c'est très important de suivre cette routine. Et à mon avis, on peut ajouter, comme on peut ajouter des vaccins, comme par exemple, il y a 5-6 ans qu'on a ajouté la maladie de HPV. Ça, c'est Human Papillomavirus. C'est un virus qui cause le cancer au col chez les filles, chez les femmes et d'autres cancers chez les hommes. Et on peut le prévenir. Ça, c'est un des premiers cancers qu'on peut prévenir avec un vaccin. Parce que c'est un cancer qui est causé par des virus. Donc, c'est logique que si on a un vaccin contre le virus, on va diminuer le taux d'infection et on va diminuer le taux de cancer. Et ceci, on le voit. En Ontario, nous avons une immunisation obligatoire requise pour fréquenter à l'école en Ontario. Une de mes tâches comme médecin hygiéniste, on devrait collecter tous les preuves de vaccination de tous les enfants qui rentrent aux écoles secondaires et primaires et rassurer qu'ils ont reçu ce vaccin obligatoire. S'ils ne reçoivent pas, s'ils ne sont pas à date, les parents ont un choix. On peut les rappeler pour donner, pour les mettre à jour, ou il peut avoir une exemption appropriée, soit médicale ou de croissance religieuse. Et ça, c'est notre processus. Mais la plupart des enfants sont à date et on fait ça pour vraiment rassurer que d'une masse dans les écoles, etc., on peut prévenir. Et l'autre chose, on collecte ces données-là parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas vaccinés à date. S'il y a
une flambée de rougeole dans l'école, on va dire à l'enfant qui n'est pas vacciné de ne pas rentrer pour le protéger. Je vais vous en parler un peu d'influenza, parce que on parle ici plutôt les vaccins euh, pour les enfants, mais en effet, les vaccins sont on a des vaccins pour tout l'âge, malgré que comme vous avez eu tantôt, la plupart des vaccins sont donnés dans les premières quelques années, mais on a des vaccins qu'on donne à chaque année, comme influenza est un exemple. C'est très important de dire que je pense qu'il y en a une fausse pensée. Il y a des personnes qui pensent que l'influenza, la grippe, si vous voulez, c'est très dangereux seulement pour les personnes âgées. Mais au contraire, c'est dangereux, oui, pour les personnes âgées, mais c'est très dangereux pour les jeunes enfants. L'année passée, on a eu, à cause que nous avons enlevé les restrictions à l'année passée, pour la première fois, parce qu'avec toutes les restrictions qu'on avait, on n'avait pas eu des autres maladies respiratoires, incluant le COVID, parce qu'une fois que nous avons mis les restrictions en place, toutes les maladies respiratoires ont été éliminées presque. Mais l'année passée, on a eu la ligne bleue au diapo à la gauche en haut. Vous voyez, on a eu vraiment une hausse importante d'influenza à peu près dans le mois de novembre 2022 et ça va diminuer. La ligne noire avec les petites boules noires vous donne le taux qu'on a eu pré-pandémie. Donc, en général, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit que on a une augmentation lente et janvier, février, on a un plateau puis ça diminue. Mais l'année passée, on a eu vraiment une hausse très importante et ceci avait affecté les enfants et les personnes âgées. Donc, le diapo en bas à la gauche, on voit la ligne orange qui donne les personnes 65 ans et plus. Ça, c'est les taux d'hospitalisation. Et on a la ligne rouge chez les enfants 0 à 4 ans. Donc, vous voyez que c'était des taux d'admission à l'hôpital très, très importants, beaucoup plus élevés que la moyenne ici. Donc, ça nous donne une idée. Et l'année passée, malheureusement, on a eu à peu près 9 à 10 enfants qui sont morts du influenza. Et même récemment, il y a 3 décès qui étaient à Colombie-Britannique chez les enfants en bas de 5 ans. Donc, l'influenza est très dangereux pour les jeunes enfants aussi. Ça, c'est une chose très importante. Et nous voyons aussi au graphique ici, à la droite, au bas, on voit que la ligne bleue encore démontre la pente importante, la hausse importante au niveau de l'hospitalisation chez les enfants l'année passée. On voit que en général, les lignes noires, ici, les petites boules noires, sont ce qu'on voit d'habitude et ce qu'on voit cette année. Donc, c'est très important de ne pas oublier que les enfants ont besoin d'être vaccinés. Puis, c'est pas trop tard de se faire vacciner pour l'influenza parce on est en pleine de période d'influenza actuellement. Et les vaccins que nous avons cette année a une bonne une match. Ça prévient le souche qui circule actuellement. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? Malgré que l'influenza est dangereux, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se font vacciner. Même les personnes âgées, 70 ans, on voit 73. On veut que ça soit au moins 80 pour les personnes âgées. Et vous voyez, pour les enfants, encore moins de 50 ans, de 50. Et ça, ça me préoccupe parce que chez les jeunes enfants, si on voit dans ma région, à peine que 10-20 des enfants se font vacciner pour l'influenza. Et je pense que c'est très important de partager avec les parents ou avec les familles que vous voyez, de rappeler que l'influenza, le vaccin d'influenza, est vraiment indiqué. C'est très important pour les jeunes enfants aussi, non seulement pour les personnes âgées ou pour les personnes qui ont des maladies chroniques. Donc, le taux de vaccination, en général, qu'est-ce qu'on voit avec la pandémie? En général, ça va diminuer. Donc, on voit 20, 21 dans la plupart des cas qui est la barre orange. On a une diminution. On veut que ça soit à 90 au niveau de la protection optimale et on voit que c'est en bas, mais on voit que ça va diminuer. Et je n'ai pas les données ici sur le diapo qu'on a eu l'année passée, 2022 et 2023. Mais je peux vous dire que c'est là, nos statistiques, c'est plus bas que c'était avant la pandémie. Donc, on a du travail à faire et je pense qu'on peut
le message, les personnes qui travaillent dans des centres de ressources de famille, etc., ou toute agence qui donne les services et support aux familles, c'est très important de leur reconnaître que vous pouvez jouer un rôle à nos défis que nous avons actuellement. En effet, on a une réalité post-pandémie avec des conséquences. Déjà, on voit ici, au niveau de l'Organisation mondiale de santé, qu'on a besoin de vraiment rattraper au niveau de vaccins, surtout au niveau de rougeole, le roubiole, etc., qui est très dangereux. Et on voit des cas. Donc, on commence à le voir. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? On veut vraiment nous rassurer qu'on peut rattraper et mettre tous ces enfants à date, qu'on peut vraiment, de façon collective, diminuer une retour, si vous voulez, des vaccins, des virus et des bactéries qu'avant, on n'était pas ici, grâce aux vaccins. Donc, quand on voit, qu'est-ce qu'on voit post-pandémie, il y a des raisons pour ça. En effet, un bon nombre des enfants n'ont pas reçu le vaccin de routine et une des causes principales, c'est la priorité a été donnée à la COVID, bien sûr, parce que c'était une pandémie, une urgence pandémie mondiale. Nous avons fermé les écoles, nous avons eu des restrictions, nous avons fermé les cliniques médicales, etc. Tout ça a vraiment contribué, si vous voulez, au niveau de l'accessibilité des vaccins de routine. Et face aux misinformations répandues concernant le vaccin pendant la pandémie, on a une hésitation et un scepticisme croissante face au vaccin. Et on avait ça pré-pandémie, mais je pense que pendant la pandémie, on a augmenté ce notion d'hésitation et scepticisme au niveau des vaccins. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour voir le rattrapage? Euh, on commence au niveau de santé publique à travers le Canada vraiment et dans les bureaux privés, des cliniques, etc. On commence à offrir des cliniques et opportunités de rattrapage à nos familles, identification et élimination des obstacles. Des fois, on n'a pas de transportation, on n'est pas au courant, on est nouveau venu au Canada, on ne sait pas où aller, tout ça, donc on devrait l'aider. Et on a des campagnes de sensibilisation qu'on fait, bien sûr, pour vraiment sensibiliser les gens que les vaccins sont là, sont gratuits et sont très importants pour les enfants, et surtout pour le rattrapage et de commencer jeune à 2 mois pour les personnes qui hésitent, etc. Donc, moi, j'ai mis comme quatrième point ici l'approche tout le monde sur le pont. Et qu'est-ce que ça veut dire? En effet, ça veut dire que même si vous n'êtes pas dans un domaine de santé directe, si vous travaillez avec les enfants, les familles, il y a plusieurs contextes à travers le Canada, les écoles, les garderies, etc., comme des travailleurs de santé et qui prennent soin des enfants ou qui donnent le support aux familles. Je pense que vous êtes des personnes importantes dans l'équipe pour nous aider avec ce rattrapage. Ça ne veut pas dire que vous allez le vacciner, mais ça veut dire que vous allez le supporter. C'est très important parce que vous jouez un rôle important. Et comme je l'ai dit tantôt, ces fournisseurs de services à la famille et les personnes qui donnent le soutien aux familles et les enfants, etc., comme je dis, pas nécessairement des médecins ou des cliniques médicales, mais on a une panoplie de services aux enfants et aux familles. Vous êtes très bien placé pour rejoindre et encourager les familles à avoir un rattrapage des vaccins pour les enfants, surtout parmi les populations vulnérables qui sont plus difficiles à rejoindre par les campagnes traditionnelles. Donc ça, c'est un rôle très important que vous jouez et je pense que vous, comme fournisseur de services aux familles, et vous donnez le soutien aux familles, vous sont des conseillers de confiance qui peuvent aider à partager l'information aux familles qui ont le contact et lien direct avec les familles. Ça, c'est très important.
Donc, je pense qu'en collectivité, si le plus qu'on fait ça ensemble, le plus qu'on va avoir, on peut réussir à ce rattrapage et à convaincre les personnes de se faire vacciner ou de faire vacciner leurs enfants. Donc, on va parler un peu de l'hésitation au niveau des vaccins. Il faut comprendre aussi qu'à peu près 10 à 15 des personnes en général, des parents, sont hésitantes. Autrement dit, ils ne sont pas sûrs, ils n'ont pas refusé, mais ils ne sont pas sûrs, ils ont des questions, ils veulent savoir plus, etc. Et juste à peu près 1 des personnes refusera catégoriquement les vaccins. Donc, à mon avis, pendant la pandémie, les personnes, 10 à 15 je pense, étaient plus hésitantes. Ils ont eu beaucoup plus de questions à cause de toute cette misinformation avec tout le média qu'on a eu avec le COVID, première, deuxième, troisième, quatrième dose, etc. Je pense que ça avait augmenté ou ça va augmenter, ça va ajouter à leur hésitance. Donc, comment on va l'aborder? Je pense que la première chose, donne ça, je donne ce cours, je donne beaucoup de conférences aux médecins, etc., infirmières, etc. Je pense, et même vous, les personnes qui prennent soin des familles, que vous travaillez avec des familles qui ne vous donnent pas nécessairement les vaccins, mais c'est important d'établir une relation de confiance qui est ouverte. Je pense que la confiance est très, très importante de l'établir, même si ce n'est pas nécessairement pour les convaincre pour les vacciner. Peut-être c'est une autre décision ou les aider ou un problème qu'ils ont, vous pouvez les aider. Le plus qu'ils ont confiance en vous, le plus qu'ils vont être ouverts à vos suggestions. Il faut écouter attentivement les inquiétudes. Et je pense que c'est très important parce que disons que si on saute, on dit non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il faut vraiment prendre le temps de vraiment d'écouter à leur inquiétude et les adresser. Ça, c'est très important. Je pense que faire preuve de compréhension, d'aborder ensuite quelques inquiétudes. En effet, comprendre c'est quoi le problème? C'est quoi que ils ont dit, oh, ils pensent il y a vraiment un mythe que le vaccin cause l'autisme, par exemple, ou que ou que le vaccin antigrippal cause le grippe, etc. Ça, c'est tous les mythes. Je pense que si quelqu'un vous donne des choses fausses qu'ils ont entendues au niveau de misinformation, je pense que c'est vraiment important d'être au courant de ces types de misinformation qui circulent librement dans le média social, etc., et de l'aborder. Donc, soyez préparés à le discuter. Je pense que c'est très important d'être au courant des misinformations qui circulent et être capable de donner vraiment la vérité, de dire, OK, non, non, c'est pas vrai parce que, etc., nous avons des preuves, etc. Ne pas insister. Si vous êtes agressif ou si ils ont des sensations que vous le poussez, c'est pas bon. Je pense que c'est pas l'approche. La patience est très importante. Soyez patiente. Et des fois, ça peut prendre plusieurs rencontres qui sont nécessaires pour les convaincre de se faire vacciner ou faire vacciner leurs enfants. Euh, Aussi, je pense qu'aborder le peur de l'anxiété entourant l'administration. Maintenant, avec l'influenza et le COVID, on donne les vaccins, on peut les donner aux mêmes visites, dans bras séparés. La même chose arrive avec les vaccins qu'on donne aux jeunes enfants. Il y a des fois deux vaccins qui sont donnés en même temps. Ça, c'est sécure, mais je pense que vraiment, on doit expliquer que c'est sécure, c'est une chose efficace pour rendre la protection le plus vite possible, etc. Donc, ça, il faut l'aborder. Et aussi, aborder toute anxiété qui démontre. On a des enfants qui ont peur des aiguilles, qui ont des évanouissements dans le passé. Je pense qu'on doit être préparé pour faire ce qui est nécessaire ou pour les diriger aux personnes qui comprennent que oui, cet enfant a une peur des vaccins, des aiguilles. Donc,
l'enfant peut coucher, on peut donner les crèmes anesthétiques, esthétiques pour geler un petit peu la place où on va l'injecter. Ou si l'enfant est anxieuse, on a des choses qu'on peut donner, qu'on peut faire pour les aborder. Donc, si un parent vous dit, oh non, non, mon enfant a peur des aiguilles, vous pouvez dire, oh oui, on a des choses, il s'agit à l'expliquer à votre médecin ou à votre professionnel de la santé. On a des outils, on a des approches et des procédures qui vont adresser et diminuer, aider à diminuer l'anxiété chez les enfants. Donc, je pense que c'est très important de prendre l'habitude de recommander aux familles de parler avec leurs fournisseurs. Donc, je ne vous demande pas de faire vacciner les enfants, mais je vous demande et je vous recommande aussi en parler avec vos familles qui vous servir et de parler avec leurs fournisseurs de soins de santé, médecins de famille, infirmières, bureaux de santé, etc. euh, pour savoir si des vaccins sont nécessaires ou si les vaccinations est à jour. Je pense que tout le monde sur le pont. Ça, c'est très important à mon avis parce que ça va aider à le faire. Je donne un exemple aussi. Peut-être il y en a des personnes qui ne sont pas hésitantes, mais ils ont d'autres obstacles. Comme j'ai dit tantôt, ils ne savent pas où aller. Peut-être vous pouvez les diriger. Vous pouvez, ils ont pas le moyen de transport. Peut-être vous pouvez les référer à une des ressources de services sociaux qui peut l'aider, etc. Il y a toujours des choses qu'on peut faire pour vraiment faciliter et aussi rappeler aux gens que les vaccins sont importants, que c'est très important pour les enfants d'être à date et que ils devraient, ils devraient faire un suivi avec leur médecin, etc. Mais je pense que, étant donné que il y a beaucoup de personnes qui ont confiance à vous, qui vous connaissent bien, je pense que vous êtes une personne importante qui peut nous aider à convaincre et à les supporter à la décision de se faire vacciner ou faire vacciner leurs enfants. Donc, ça termine ma présentation. Je pense que, juste pour faire un petit sommaire, les vaccins sont très importants, sont une avance de médecine, à mon avis, une des plus importantes dans les dernières 100 ans. On voit, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit plus en plus la technologie augmente. On va avoir avec les nouveaux, les mRNA que ça ouvre des portes à d'autres maladies qu'avant on n'a pas eu de vaccin, même au cancer, etc. Donc, la technologie euh, augmente, accélère, c'est une vitesse importante. Et je pense que comme personne qui travaille avec les familles, avec les jeunes enfants, on peut jouer un rôle à transmettre le message que les vaccins sont très importants, ils sauvent des vies et ça vaut la peine de faire vacciner vos enfants pour les mieux protéger et que vous êtes là pour les supporter avec leurs décisions ou avec les enjeux que peut-être ils ont qui peut-être sont là, qui les préviennent à le faire vacciner. Donc, encore, je vous remercie et je vous encourage de continuer à supporter les familles et surtout ce temps-ci où on a besoin d'un rattrapage. Merci.